Les personnes vivant avec un handicap sont confrontées à d'énormes difficultés à Conakry. La plupart n'ont pas accès à un emploi décent et vivent de mendicité sur la voie publique. Ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu essayent tant bien que mal à se battre pour défendre les droits des personnes à mobilité réduite. Star 21 s'est intéressé à cette catégorie sociale à travers ce grand reportage signé Yaya Barry et Ibrahima Paye Kamara. 2 jambes de taille moyenne et tordues, cette femme, la trentaine, vit avec ses handicaps depuis la naissance. Issue d'une famille pauvre, aujourd'hui elle mendie pour subvenir à ses besoins. Mun fanna kan store ala na firmu me gbata ma so mun yira ala na firmu ntan na kan wan fene kin tan barki kin kel fen gafu ha mo kin tan na kin asda mu mo soto sesse mo soto ala ga mara girina ibaratu ko don ko mun to be ki mun na fe gbata ka mi de mun fanna na fuli na fenfe ala ko mun fanna ma mun me re fam bade tore ku kiyana ka parce que mun me re mun to ki mu me re bata e wo ngule mane akomi na mu na soira e dege ala ni me re barke be se e fama sere gera e fama kobra mumbe ha awo mali mun tanga bangisto ani wo maba woni bangisto to ya biri ndomen wala mu on to matarabuma sona awo mali mo ngabangisto ali mayo. Nous sommes au carrefour d'Onka dans la commune de Dixine, à 2 pas de la grande mosquée Faisal. Des mendiants passent la journée à quémander de l'argent aux passants. Certains y passent la nuit à la Belle Étoile, faute de lieux de refuge. On dort au bord de la route, on fait tout ça au bord de la route. Même pour avoir le nourriture, on sort sous le soleil pour faire le magacité. Ok, le magacité, c'est pas le métier. Et donc, on nous fait aider avec un centre pour avoir avec le métier. Ça, c'est très important pour nous tous. C'est ça. Parmi nous ici, il y a des gens qui sont finis d'étudier, qui sont leur diplôme à la maison et ne travaillent pas. En plus de ça, il y a certains parmi nous qui ont leur métier. Il y a des artistes parmi nous avec des cordonneries encore. Parmi ces mendiants, beaucoup se cachent derrière leur handicap pour justifier leur mendicité. Pourtant, d'autres parviennent à se démarquer pour se faire une place dans la société. Moi, je sais que l'handicap n'est pas une fatalité. Et puis, quand tu penses que quand tu es handicapé, il te faut faire la mendicité, tu te trompes. Si tu as perdu un de tes membres, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire quelque chose pour toi-même et pour la société. Ce que vous avez vu là, le bâtiment que vous voyez là, c'est équipé. Il y a 5 ateliers là-bas, plus cet atelier. C'est construit, c'est équipé. À cause du coronavirus, c'est pourquoi les travaux n'ont pas commencé. Il y a 6 sections. L'atelier de chaudronnerie, il y a l'atelier de couture, il y a la cordonnerie, il y a la teinture, il y a le bambou reteint, il y a la saponification. Tout est équipé. Le bâtiment que vous voyez là, tout est équipé. Mamadou Diallo, lui, est étudiant en licence 3 à la faculté de lettres à l'université générale Lansana Conté de Somfonia. Son handicap ne lui a pas empêché de fréquenter l'école. Je vois que certains ici sont ici sur la rue pour faire des magnétités. Je peux dire que c'est parce que ces gens-là n'ont pas été ici soutenus. Cet autre étudiant en licence 2 à l'université générale Lansana Conté de Somfonia est parvenu à écrire un livre durant 6 mois. Ce bouquin titré Les étoiles de Ndourou est composé de 136 pages, subdivisées en 2 grandes parties et 12 chapitres. J'ai commencé à faire la lecture et au cours de mes différentes lectures, j'ai eu la chance de lire des œuvres qui m'ont vraiment passionné. Je me suis dit, attends, toutes ces œuvres que je suis en train de lire sont écrites par des êtres humains comme moi. Et pourquoi je ne peux pas faire la même chose? Surtout que ce n'est pas un travail forcé. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à produire. Quand j'étais en 7e année, j'ai produit mon tout premier poème.
d'accord, intitulé L'âge de la maturité. Un jour, j'ai observé qu'il y avait des handicapés qui étaient là, circulaient faufilés entre les véhicules. Donc directement, j'étais attiré par ce thème. Je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant qu'ils abordent ce thème, surtout que moi aussi je suis handicapé. Donc j'ai écrit le roman et puis voilà, du mois de mars au mois de juillet, j'ai terminé la rédaction, j'ai commencé les démarches pour la publication et le mois de mars passé également, on a assisté à sa sortie officielle. Originaire de Pita, dans la sous-préfecture de l'Émiro, où il a fait ses études primaires, il marchait 1,5 km à sa manière pour se rendre à l'école. Je suis né de cette façon-là, je suis né handicapé. Dans le cadre de la scolarisation, ça n'a pas été facile. Primaire, je me rappelle, j'ai parcouru de 1,5 km pour aller à l'école. Et en marchant avec mes 4 pattes à terre, c'est comme ça que je me suis débrouillé de la 2e année en 6e année. Mariama Silla, la cinquantaine, avec une mobilité réduite, évolue dans la saponification. Pour elle, son handicap n'est pas une fatalité. Le handicap n'est pas une fatalité. Être handicapé ne veut pas dire qu'on doit être dans la rue. Chacun peut faire quelque chose. Toute personne handicapée vient d'une famille. Donc, les familles-là doivent approcher les personnes handicapées. Mais le problème est qu'aujourd'hui, certaines familles se servent des personnes handicapées pour vivre. J'ai été lauréate du prix franco-allemand des droits de l'homme en 2018. Donc, à travers ce prix, j'ai préféré faire la saponification. Donc, avec ce prix-là, j'ai approché 20 femmes handicapées, 20 femmes et filles handicapées. Donc, elles ont été formées en saponification. Mais certaines ont accepté de continuer, d'autres n'ont pas voulu. Mais je ne les condamne pas tellement, parce que le problème de dépilation est très difficile. Ibrahim Masso est maître coranique. Il y a plus de 30 ans, il pratique ce métier. Pour lui, l'indifférence des parents sur l'éducation des enfants est un facteur clé qui pousse des gens à la mendicité. S'il rate le début, une fois âgé, devenu père de famille, il lui devient impossible d'apprendre un métier ou étudier. Alors, faire la mendicité devient son seul recours pour subvenir à ses besoins, selon moi. Cet autre cadre de banque est une figure importante dans le milieu sportif et celui des médias guinéens. Handicapé moteur suite à une poliomyélite depuis l'âge de 5 ans, aggravé par un accident de la circulation, il est actuellement une voix incontournable. Moi-même, je suis un handicapé moteur depuis l'âge de 5 ans. Ça, c'est des suites à une polio que j'avais contractée et qui a été aggravée par un accident de circulation. Bon, au mois de décembre l'année dernière, j'avais animé une communication à la Maison de la Presse portant sur un plaidoyer en faveur de l'accessibilité des personnes handicapées dans les bâtiments publics. Si vous avez remarqué, généralement les bâtiments qui sont à étage qui sont construits en Guinée, il n'y a pas d'ascenseur, ça c'est d'un. 2, il n'y a pas de rampe d'accès pour les personnes en situation de handicap. Le département qui est en charge les personnes handicapées, c'est-à-dire le cabinet de ce département se trouve au 5e et au 6e. Quand des personnes handicapées viennent là-bas pour accéder à ces services, c'est difficile, alors que l'ascenseur ne marche pas tout le temps. Moi, je suis cadre de ce département. Parfois, je ne parviens pas à accéder à mon bureau car l'ascenseur ne marche pas. Donc, il faut que l'État tienne compte, disons, de la situation des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap, il y a des couples qui ont des enfants valides. Alors, pour que ces enfants ne tombent pas dans la mendicité et dans une dépendance, il faut qu'on puisse leur assurer une formation scolaire et professionnelle pour qu'ils puissent être autonomes. Il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a des handicapés qui, par leur volonté, réussissent à aller jusqu'à avoir des diplômes universitaires.
il faut que ces personnes handicapées puissent être engagées dans la fonction publique. Mariam Silla est fonctionnaire en service au ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Elle s'investit dans la défense des droits des personnes atteintes d'handicap auprès de l'État. Donc, le ministère de l'Action sociale doit prendre ses dispositions auprès du gouvernement pour aider les personnes handicapées à éradiquer cette pandémie. Parce que quand je dis pandémie, c'est la souffrance. La souffrance est énorme. On parle de l'autonomisation des personnes handicapées, on parle de la réinsertion des personnes handicapées. On est en train d'attendre et bon, jusqu'à présent, on attend. On ne voit rien. Le président de la République a débloqué 100 milliards pour les femmes. Mais les personnes handicapées n'ont pas bénéficié parce qu'ils ont dit que si tu donnes un montant à une personne handicapée, elle ne va pas rembourser. Et pourtant, il y a des femmes valides qui ont reçu l'argent et n'ont pas remboursé l'argent. Pourquoi nous sommes dans cette discrimination? Abdurrahman Ba dit avoir été rejeté par sa famille à cause de son handicap. Par son courage, il a créé une équipe de football où il est le capitaine. J'ai des soucis. J'ai des soucis, même dans ma famille, quoi. Donc, tout le monde me rejette. On dit que je suis handicapé, je ne peux rien faire. Donc, moi aussi, je me suis préféré de créer une équipe. Parce que ça, depuis 2003, moi, je suis dans le football. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Donc, je me suis débattu jusqu'à 2008. J'ai gagné une équipe solide. Même on a joué face à Libéria. Libéria est venu ici face à nous. On a joué, ils nous battu. Parce qu'en ce moment, on ne connaît pas les règlements du football, mais ils ont venu nous donner le règlement. Ils nous ont montré aussi, le football là, ça marche partout. Donc nous voulons que le gouvernement prenne ça en sérieux. Nous aussi, on veut défendre notre couleur, mais on n'a pas de moyens. Parce qu'il faut que le gouvernement nous aide, nous appuie. On a du courage pour faire, mais on n'a pas de soutenance. Nous demandons l'État, ils n'ont pas venu, c'est leurs enfants, c'est leurs fils. Même si nous sommes handicapés, ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas notre volonté de rester comme ça. Et nous, quand nous appuyons, nous voulons qu'on va créer une équipe nationale pour représenter la Guinée partout. En 2013, l'État guinéen, pour éradiquer la mendicité dans les rues de Conakry, avait accordé un montant aux handicapés mendiants, notamment ceux installés à la devanture de la mosquée Faisal. Ils avaient quitté un moment les lieux, mais finalement, ils sont revenus. Pour Mariam Silla, ce n'était pas la bonne solution. En 2013, moi, j'étais dans l'équipe de déguerpissement. Donc, on est venu d'abord, on a fait 2 semaines de sensibilisation pour qu'ils quittent là-bas. Le président les a offert de l'argent. Donc, ils ont débloqué un montant pour leur faire quitter la rue. Ils ont fini de bouffer cet argent-là, ils se sont retournés encore dans la rue. Certaines parmi elles sont parties au village, ils ont construit, ils sont revenus encore. Le monsieur là, qui est Siao là, c'est lui qui regroupe les personnes handicapées dans la rue. Parce qu'à tout moment, carême ou quoi, il donne $200, $100, il donne $300 aux personnes aveugles. Donc ça va les motiver, celles de la Sierra Leone jusqu'à Zérékori partout, ils sont tous venus se regrouper sous le pont là-bas. Aujourd'hui, Conakry est envahi par personnes handicapées de la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. Cela est dû à quoi? À l'aumône que donne le Libanais. Là. Ils ont appris qu'en Guinée, il y a un Libanais qui distribue $200 de sacs de riz. Donc, ils ont tous débarqué à Conakry. Il y a ce facteur-là aussi. Tout ce que vous voyez dans les rues, sous les ponts, en grande partie, c'est des étrangers. Il y a eu un recensement. On a essayé d'identifier les lieux d'origine des mendiants qui avaient envahi la grande mosquée. On leur a remis un certain montant pour qu'ils rejoignent leur préfecture d'origine. Bon, quelque temps après, ils ont disparu, mais ils sont revenus. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pérennes. Une des solutions pérennes, vous l'avez dit, c'est d'implanter des centres de réinsertion pour permettre la scolarisation de ceux qui peuvent être scolarisés ou des centres d'apprentissage pour ceux qui peuvent vraiment apprendre un métier. Il y a le centre Kunkuré que Guinée Solidarité a implanté à Mamou qui récupère justement les indigents dans les rues, les handicapés, pour leur assurer une certaine formation et au bout de cette formation, ils acquièrent un métier qui leur permet d'être indépendants.
L'État guinéen, dans le but d'aider cette couche sociale, a fait construire des centres d'apprentissage de métiers et de réinsertion. La Cité de Solidarité avait été construite dans ce cadre, mais elle peine à fonctionner depuis. 3 décembre 2019, il y a un centre qui est construit, un centre d'apprentissage à la Cité de Solidarité. Donc il y a 6 filières là-bas. Toute personne handicapée qui veut apprendre un métier peut aller à la cité. Mais le problème se pose où jusqu'à présent, la formation là aussi n'a pas commencé. Quand ça va commencer, ça aussi, ça pose problème. Il y a tout ça là. Bernard, qui exerce la cordonnerie, dit tout de même se sentir mieux. Être handicapé, ce n'est pas une fatalité. Et de le mettre en tête, quand on est handicapé, on ne peut rien faire dans la vie. Seulement, c'est mettre sur la route à faire la mendicité. Et notre association a trouvé le contraire. Notre mission, c'est de lutter contre la mendicité. C'est surtout le mot qui nous a poussé à créer cette association. Et on produit beaucoup d'articles. Nous les mettons dans nos différents points de vente. Tout de suite, vous aurez la chance de visiter notre boutique principale, qui est à la 6e avenue, à côté de l'hôpital Yassine. On fait des blocs-notes personnalisés. On l'habille très bien avec le tissu africain. On travaille sur l'habillement traditionnel. Comme vous entendez, traditionnel. On fait beaucoup de choses en artisanal. D'autres pratiquent des activités génératrices de revenus. Fatoumata Bintabari est responsable d'une boutique à Kaloum. Elle est diplômée en couture au centre d'apprentissage de métiers de Mamou. Donc il y a un centre à Mamou. Là-bas, c'est un centre de formation pour les personnes handicapées. C'est là-bas que j'ai été. J'ai fait ma formation 2 ans. Ce que je demande à l'État pour nous aider à avoir un centre de formation là où les handicapés peuvent aller apprendre les métiers. Pas prendre l'argent pour nous dire prenez ça, mais pour nous appuyer. Pour votre information, je suis membre du conseil d'administration depuis 3 ans du centre Concouré. Et nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation et de visibilité pour faire connaître ce centre afin que des partenaires éventuels puissent accompagner et appuyer ce projet qui vraiment a donné de très bons résultats. Pour mieux défendre les droits des handicapés, une association a été mise en place. Kamano Bernard, responsable et chargé de projets et de la planification à la Fédération guinéenne pour la promotion des associations de personnes handicapées. Vous savez, quand on est enfant handicapé, beaucoup abandonnent les études à cause de leurs amis de l'école. On se moque de toi, comment tu marches, des fois on te donne les noms. J'appelle à toutes les familles qui ont des enfants handicapés de ne pas penser que cet enfant handicapé, on va le consacrer à la mendicité. Non. C'est de l'accompagner, l'assister, lui mettre à l'école. Peut-être cet enfant handicapé un jour pourra supporter cette famille qui le méprise aujourd'hui. Il faudrait que l'État arrive à mettre quelques moyens à notre disposition pour pouvoir venir au secours de ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qui envahissent aujourd'hui la capitale. Parce que s'ils sont à l'intérieur, ils sont accompagnés à l'intérieur, ils n'ont pas besoin de venir envahir la capitale. Ils sont leur quotidien. Ils sont bien traités. Je crois que c'est les solutions à long terme. Ce n'est pas les solutions à court terme, venir les distribuer de l'argent, qui les enlève dans la rue. Parce que ce que tu lui donnes aujourd'hui, il va bouffer demain et après-demain, tu vas encore voir la même personne dans la rue. Ces handicapés ne sont toujours pas bien accueillis. Ils font souvent l'objet de discrimination, notamment dans le transport public. Une situation que dénonce la présidente de l'association guinéenne pour l'aide aux femmes handicapées. Le problème de dépilation est très difficile. Vous voyez, quand une personne handicapée se présente tout de suite au bord d'un taxi, le taximètre ne va pas la prendre. Vous voyez, les valides aussi bousculent les personnes handicapées au bord des taxis. Les bus aussi qui sont là, Al-Bayrak là, les chauffeurs qui sont là, les travailleurs n'aiment pas les personnes handicapées. Moi, j'ai chaudement discuté avec d'autres. Dès que tu te présentes, normalement, tu as la priorité pour monter dans le bus, mais on ne t'accepte pas. À l'hôpital, une personne handicapée, tu vas là-bas, tu as des problèmes. On va même pas te regarder. Il y a certains même qui meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens. On va te prescrire une ordonnance. Comment tu vas le faire? Au niveau des banques, partout où vous allez maintenant pour des services, normalement vous devrez être pris en compte avant les autres.
c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes en état de famille. Normalement, ces personnes-là devraient être prises en considération, en priorité. Mais ce n'est pas ce qu'on fait, puisque je ne sais pas si c'est l'éducation ou manque d'information au niveau de la population. Dès que vous faites prévaloir vos droits, là, on crie. Quelques personnes handicapées qui ont un peu de moyens là font recours à des mototaxis. Et ça aussi, c'est coûteux. Puisque généralement, quand tu prends une mototaxi, par exemple, de Madina en ville, c'est 10 000 francs. Alors qu'en principe, vous devrez payer 3 000 francs. Donc, c'est difficile. Donc, à ce niveau, presque rien n'est fait pour améliorer la situation des personnes handicapées. L'acte le plus marquant concernant ces handicapés se passe ici, au pont Vie-Novembre, à l'entrée de la commune de Kaloum. C'est ici qu'ils passent la nuit dans des conditions très pitoyables. Nous sommes là, comme il n'y a pas de moyens, on est là, ça fait 7 ans comme ça. On passe la nuit sur les ponts. Nous aussi, on n'a pas pris un logement. Donc quand tu vas quelque part déloger, ils vont dire « Ah, c'est handicapé, moi je ne loge pas un handicapé ». J'ai tenté ça. J'ai tenté ici à Koléa. S'il a une place là-bas, on ne nous a logé pas. Ils vont dire, nous, on ne peut pas loger un handicapé. Ils nous ont pris comme poubelles, quoi. Donc, nous aussi, on est là grâce à Dieu, le Tout-Puissant. Il y a des mécaniciens ici, des mécaniciens de vélo et des réparateurs de radio. Moi, je suis fabriqueur de bambou rotin. J'ai fait mon métier à Kindia. Mon maître s'appelle Walaki. Lui, il est à Kagbele. Il est logé là-bas. C'est là-bas que moi aussi j'étais là-bas. Donc, ils ont venir là-bas de nous, dans le marché, quoi. Ils ont dit tout le monde n'a qu'à quitter au marché là-bas. Pourtant, la Guinée dispose de lois sur la protection et la promotion des personnes atteintes d'handicap. Mais l'application fait défaut. En 2018, il y a la loi portant protection et promotion des personnes en situation de handicap qui a été promulguée par l'Assemblée nationale. Actuellement, il y a les textes d'application qui sont en cours d'élaboration au ministère des Affaires sociales pour permettre l'effectivité de cette loi. Parce qu'une loi qui n'est pas accompagnée de textes d'application, c'est une loi qui est muette. L'État a posé des actes et pose des actes, mais il faut que ces actes soient beaucoup plus concrets et qu'on prenne dans toute la dimension le problème des personnes handicapées en Guinée. Un jour, on était allé au stade du 28 septembre là-bas. Ils nous ont tous recensés d'avoir un métier. Ça, c'est l'action sociale qu'ils ont fait là-bas. Ils ont tous recensés, nous, avec les gens des grandes mosquées. Mais jusqu'à l'heure, là, on n'a pas entendu le résultat, on n'a pas vu le résultat. Je demande l'État, nous, on n'a pas refusé pour travailler. On nous a déjà recensés. Donc, c'est ça qu'on attend. Mais il n'y a pas d'appel. Sinon, nous aussi, on veut travailler, on ne veut pas être un mendiant de la rue comme ça. Donc, le ministère et aussi, nous avons en priorité mis la loi en avant. Et une loi a été adoptée et promulguée par le chef de l'État en 2018 dans ce cadre-là et qui s'intéresse à tous les volets du développement social du pays. Donc, en termes de santé, éducation, formation, donc tout est pris en compte. Le droit, tout est pris en compte à ce niveau. Donc, cette loi, nous sommes en train de l'actualiser également aussi, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements par endroit. Donc le tir a été corrigé et on a impliqué tous les acteurs, les départements ministériels, la société civile, les organisations de personnes handicapées dans la révision de cette loi-là. Et les textes d'application sont déjà prêts et nous sommes en train d'engager le processus d'adoption. Donc je pense bien que vraiment c'est ce que nous avons au niveau du ministère. Le président de la Fédération guinéenne des associations de handicapés, François Dopavogui, explique son combat. Les personnes handicapées, dans l'ensemble, ne jugent pas des droits les plus élémentaires qui leur sont offerts, non seulement par les Nations Unies, mais aussi par
la Guinée. Et la loi aussi portant protection des personnes handicapées qui a été élaborée maintenant là, qui a été promulguée par le chef d'État en 2019. Et c'est maintenant là qu'on est en train de mettre en place le dispositif d'application de cette loi. Cela veut dire que il y a encore l'effort à fournir. Le travail du ministère, c'est de faire valoir le contenu des textes juridiques. Tout est contenu dans les textes juridiques. Tous les secteurs touchant la vie de la nation sont dans les textes juridiques. C'est l'instrument dont le ministère doit se servir pour subvenir aux besoins des personnes handicapées. En avril 2021, les autorités guinéennes ont décidé à nouveau de déguerpir ces handicapés mendiants. Ils ont été violemment réprimés par des agents de force de maintien de l'ordre. La plupart de ces personnes, et handicap et mendicité, ne sont pas une fatalité. D'où cet appel. Le handicap n'est pas une fatalité comme le pensent beaucoup. On peut être handicapé physiquement et atteindre l'excellence. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'on est Dieu n'est pas contre nous quand il nous crée handicapés. Et là, il faut être fier de ça et le demander tout ce qu'on a comme besoin et il va réaliser et faire surtout ce que nous pouvons faire. Pas de rester bras croisés et dire vraiment Dieu m'a créé handicapé, alors je ne peux rien faire. Être handicapé, ce n'est pas une fatalité. Et de quand le mettre en tête quand on est handicapé, on ne peut rien faire dans la vie. Seulement, c'est mettre sur la route à faire la mendicité. Je suis handicapé, mais pas mendiant. Tu peux être handicapé, tu n'es pas un mendiant. Je connais beaucoup qui sont aujourd'hui des DAF, des DG, des entreprises, ce sont des handicapés. Donc, mais il faut avoir une décision dans ta tête. Le handicap n'est pas une fatalité. Bon, pour votre information en exclusivité, bientôt je vais sortir un livre, une autobiographie, pour prouver que le handicap n'est pas une fatalité. On peut réussir autant qu'une personne valide. Le handicap n'est pas une fatalité. Être handicapé ne veut pas dire qu'on doit être dans la rue. Chacun peut faire quelque chose. Moi, je sais que l'handicap n'est pas une fatalité. Et puis, quand tu penses que quand tu es handicapé, il te faut faire la mendicité, tu te trompes. Si tu as perdu un de tes membres, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire quelque chose pour toi-même et pour la société. L'handicap, ce n'est pas une fin en soi. Nous qui parlons aujourd'hui, nous devons consentir de grands sacrifices. De l'école primaire jusqu'à l'université, aujourd'hui nous occupons des postes au niveau de l'administration publique. C'est un sacrifice que nous avons consenti. Si on veut lutter contre la mendicité, n'est-ce pas, que pratiquent ces personnes-là, c'est en les scolarisant qu'on pourra y arriver. Sans quoi, on ne pourra pas éradiquer ce phénomène. Au lieu de me donner chaque jour 5 000 francs, il faut me montrer où je peux avoir 5 000 francs par jour. Je demande à l'État aussi de décentraliser dans les préfectures, dans les gouvernorats, des ateliers un peu partout en Guinée pour diminuer l'exode encore à Conakry. Et dire à Siao et si donner 200 000, $200, $300, s'il veut faire, il n'a qu'à construire un centre de formation pour personnes handicapées. Comme ça, les personnes handicapées vont apprendre là-bas un métier pour ne pas être dans la rue. Pour sa part, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Action sociale, dit comprendre la situation des handicapés en Guinée. Au niveau du ministère, nous ne parlons plus d'aide. Nous parlons d'inclusion et d'autonomisation. Parce que aider toujours quelqu'un, ça n'a pas de sens si
Le bout du compte, l'aide là, c'est dans le limité dans le temps. Mais si vous permettez à l'intéressé de pouvoir se prendre en charge, c'est plus pérenne. Et des programmes ont été mis en place pour essayer vraiment de permettre de pouvoir être autonome. Moussa Traoré, directeur national de l'action sociale, parle des dispositions prises par l'État pour l'autonomisation de cette couche vulnérable. Alors, tirant les leçons de ces choses, le ministère a initié donc un programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Et un des points essentiels de ce programme, c'est l'apprentissage du métier des personnes handicapées pour qu'ils puissent s'installer dans les activités génératives de revenus. C'est donc dans cette dynamique-là que nous avons pensé à la construction des centres régionaux d'apprentissage du métier des personnes handicapées. Le centre pilote, c'est à Conakry ici, vous avez vu, et nous avons eu vraiment l'honneur de recevoir M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour l'inauguration de ce centre. Donc, on a eu l'accompagnement du PNUD. Il y a beaucoup de corps de métier à ce niveau. Il y a la teinture, la cordonnerie, la couture, la broderie, il y a le banc de teint, il y a la soudure. Donc, des jeunes vont être recrutés, formés là-bas. Et dès leur sortie, nous allons les accompagner pour trouver du matériel pour qu'ils puissent s'installer à notre compte. On a un centre à Zérékoré aussi, et qui est déjà là. Nous sommes en train d'accompagner ce centre-là aussi. Les équipements sont même au niveau du centre pilote là-bas. Et l'État a encore donc, mis des fonds en place pour la construction de ces 4 centres régionaux au niveau des chefs-lieux des régions naturelles, dans un premier temps. C'est uniquement financement BND. Et là, les travaux avancent bon train. 3 centres déjà ont commencé, c'est-à-dire Kankan, Labé et Kindia et Zérékoré. Kindia va commencer cette année. Et ça ne veut pas dire que les autres vont arrêter. Non. C'est que nous vont tous continuer à construire les centres. Donc nous avons l'espoir que quand ces centres seront construits dans ces régions, ça va non seulement maintenir les personnes handicapées sur place, mais ça va aussi l'avantage de donner des compétences pour qu'ils puissent se prendre en charge. Et c'est mettre l'accent sur le fait aussi que l'emploi, l'accès des personnes handicapées à l'emploi est aussi une priorité du ministère. Et en la matière, la Guinée a ratifié depuis 1995 la Convention 159 qui fait obligation aux États parties de faciliter l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées. Ce n'est pas seulement au niveau du public. Nous, au niveau du public, par exemple, nous avons presque 197 personnes qui ont été engagées à la fonction publique en 2019. C'est la base de cette convention. Et la loi que nous avons en train de réviser actuellement a mis en priorité ce volet-là. Donc, nous avons la loi qui est en vigueur actuellement, qu'on est en train de réviser, même fait mention à des quotas, c'est de 2% pour même les entreprises privées. Quand tu as un certain effectif personnel, il y a un pourcentage que tu dois être des personnes handicapées. Et au cas où l'entreprise ne recrute pas des personnes handicapées, l'entreprise contribue au fonds de réinsertion des personnes handicapées. Donc toutes ces dispositions sont prises. Donc le ministère est en train de mettre en place un vaste programme de sensibilisation pour que ces parents-là, il faut que les parents soient informés qu'il y a surtout de prise en charge. S'ils n'ont pas l'information, on ne peut pas les refuser, mais il faudrait qu'ils aient l'information. Donc ces sensibilisations aussi, nous avons commencé et nous avons privilégié la sensibilisation sur le modèle. C'est-à-dire nous faisons la sensibilisation déjà avec les personnes handicapées qui sont avec nous et nous les faisons faire même eux-mêmes la sensibilisation. Nous les accompagnons toujours et nous les encadrons. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes en train d'évoluer actuellement et je crois que dans quelques années, nous avons espoir que les choses vont vraiment s'améliorer. Les fortes recommandations issues des rencontres de personnes vulnérables témoignent éloquemment de leur détermination à prouver qu'ils sont capables, malgré leur handicap, de relever des défis. Comme le soutiennent certains observateurs, l'État peut transformer la vulnérabilité en opportunité afin de sortir ces personnes de la marginalisation, la stigmatisation et de la souffrance. L'unique question qui taraude aujourd'hui l'esprit est donc de savoir à quand l'application des textes et la mise en œuvre des dispositions prises par l'État pour la protection et la promotion des handicapés en Guinée.